bonjour. Donc on va commencer cette table ronde qui s'intitule « Terminer la guerre aux drogues. Quelle perspective ?» Moi, je voudrais peut-être commencer par une petite anecdote historique. C'est vrai qu'en automne 1924, la première loi pour essayer d'encadrer, de réguler les stupéfiants en Suisse entrait en vigueur. Donc grosso modo, les particuliers, les entreprises devaient demander une autorisation aux différents cantons suisses. Donc les cantons donnaient cette autorisation sous surveillance de la Confédération. Et puis, je rappelle peut-être juste ça, parce que c'est vrai que quand on pense qu'aujourd'hui, on est 100 ans après en train de parler de terminer la guerre contre la drogue, c'est dire si le virage sécuritaire, répressif a été passablement fort et violent. Donc on est maintenant on voit un peu les limites du modèle. Un modèle qui est à bout de souffle, et puis on va justement en parler avec nos intervenants aujourd'hui. Romain les a déjà présentés, ce qui fait gagner un petit peu de temps. Moi, il me semble qu'on parle souvent d'échec, mais qui dit échec dit aussi réussite, victoire. Puis c'est vrai que moi j'ai un petit peu plus de peine à discerner ces réussites. Il me semble que c'est plus facile de faire des constats d'échec que de voir les victoires ou les réussites. Après, je ne veux pas non plus brosser un tableau trop sombre. On voit que les choses bougent à l'international, les choses bougent au niveau national dans les pays, les choses bougent aussi dans les villes. On le voit en Suisse avec les essais pilotes cannabis. Il est question de plus en plus aussi de vente régulée de cocaïne ou de prescription médicale. Donc bref, les choses bougent passablement. J'ai parlé de ces différents niveaux, international, national, régional. Je vais peut-être laisser la parole en premier à Marie. Quel constat, toi, tu fais au niveau international? Quels sont les avancements? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce système international? Oui, donc bonjour à tout le monde et merci d'être là. Désolée, on est un petit peu en retard sur le timing. J'espère que vous n'avez pas trop faim. Donc au niveau international, bon, c'est sans surprise. Je pense que vous le savez déjà. On a un système international de contrôle des drogues au niveau de l'ONU qui est vraiment ancré sur l'interdiction, la prohibition, les sanctions. Comme on en a beaucoup parlé ces 2 derniers jours, on sait maintenant que ça ne fonctionne pas, que les niveaux de consommation de drogue ils sont au plus haut et qu'en plus ça a eu un impact dévastateur en termes de santé, en termes de droits humains et puis en termes d'inclusion sociale, en particulier par les groupes les plus marginalisés. Ce qui est intéressant, c'est actuellement, et comme l'a dit Jean, ce système il est vraiment sous pression. Donc il y a de plus en plus de remise en question du système par la société civile. Évidemment, nous à l'IDPC, on continue de mettre pression en particulier, mais tout un tas d'autres collègues de la société civile. Et pas mal d'agences onusiennes qui travaillent sur le... Je me demande ce que ça va être, les dessins, on verra après, prenez des photos pour nous montrer. Donc pas mal d'agences qui travaillent sur la santé, les droits humains, le développement, commencent vraiment à condamner de manière hyper forte le système international de contrôle. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, le Haut Commissariat pour les droits de l'homme a présenté un rapport en 2023 qui est très fort sur la condamnation de toutes les violations de droits humains qui sont en train de se passer vis-à-vis des drogues. La rapporteure spéciale sur le droit à la santé a produit un excellent rapport sur la réduction des risques qui est disponible en plus en français pour une fois, donc lisez-le aussi. Et le PNUD, le Programme des Nations Unies sur le développement, est en train de développer un rapport sur la réglementation des marchés, son impact potentiel sur le développement. Donc ça aussi, c'est tout un tas de rapports qui peuvent nous aider en tant que société civile aussi pour continuer à condamner le système. Et au niveau des pays aussi, bon, ça bouge doucement, mais il y a quand même pas mal de pays qui commencent à reconsidérer l'approche punitive. Malheureusement, dans mon propre pays, en France, c'est pas trop le cas, mais on continue à pousser. Et donc, des pays qui se sentent plus sur la réduction des risques, sur la décriminalisation, sur la réglementation des marchés. Et du coup, même à Vienne, donc à Vienne, c'est là où les agences internationales de contrôle des drogues sont basées, et il y a aussi du mouvement. Donc cette année, pour la première fois, la Commission des stupéfiants, donc la Commission des stupéfiants, c'est l'organe de prise de décision de l'ONU sur les drogues. Il y a 62 États qui ont signé une déclaration du président colombien Petro
et qui ont dit on admet que le système ne fonctionne pas et qu'il faut une réforme urgente du régime international de contrôle. Et ça semble évident, surtout quand on fait le constat là, ces 2 derniers jours et puis depuis des décennies que les choses ne fonctionnent pas. Mais c'est quelque chose qui est inédit à l'ONU. C'est la première fois qu'autant de gouvernements se sont accordés sur le fait que les choses ne fonctionnent pas, qu'il faut une réforme. En plus de ça, pour la première fois, pour la première fois depuis 40 ans, la Commission des stupéfiants a rompu le consensus de Vienne, donc jusqu'à depuis 1985. En fait, toutes les décisions, toutes les résolutions à la Commission des stupéfiants étaient prises par consensus. Ça veut dire que la Suisse, la France et d'autres pays un peu plus progressifs, au moins à l'ONU, devaient s'accorder avec des pays comme la Chine, la Russie, l'Indonésie, tout ça. Donc là, cette fois-ci, ils ont rompu le consensus sur le terme réduction des risques. Et pour la première fois, dans l'histoire de la Commission des stupéfiants, la réduction des risques a été approuvée dans une résolution de la Commission des stupéfiants. Donc ça bouge très 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 doucement, c'est hyper frustrant. Et moi je trouve ça hyper problématique aussi qu'on ait dû attendre 2024 pour qu'il y ait enfin une reconnaissance du terme réduction des risques quand même dans l'organe de prise de décision sur les drogues à l'ONU. Mais enfin bon, voilà, ça avance, mais ça montre qu'en tant que société civile, l'IDPC, le GREA, autres, on a beaucoup de travail à faire pour continuer à faire bouger les choses vraiment et qu'il y ait une réelle réforme d'un système qui est quand même hyper rétrograde et très contre-productif. Merci Marie pour ce premier panorama. Moi, je voulais peut-être te demander, Ruth Dreyfus, c'est aussi des constats que fait la Global Commission. Est-ce que tu pourrais nous dire aussi un peu plus quels sont les objectifs de l'organisation ? Bon, alors, je ne sais pas si c'est peut-être pas le moment. Ça marche ? C'est peut-être pas le moment de le faire. Je devrais le faire, je crois, dans la deuxième partie qui est prévue. Mais comme j'ai été citée 3 ou 4 fois, je me permets de dire d'emblée que, bien sûr, c'est complètement erroné, j'entends, et que si vous me donnez une couronne de laurier, moi j'ai le besoin d'enlever les feuilles et de les distribuer à tous ceux et à toutes celles qui sont responsables des changements de la politique en Suisse. Et en particulier, j'entends, nous avons tout appris, en fait, des intervenants du terrain, et nous avons tout appris des associations et des consommateurs et consommatrices qui pouvaient s'articuler dans une visibilité qui n'existait pas ailleurs ou qui n'était pas prise en compte comme un lieu dans lequel reconstruire quelque chose, reconstruire une relation avec les personnes en difficulté pour leur consommation d'addiction. Et donc voilà, je pourrais faire une très longue liste. Il y avait une très jolie caricature avec une liste de remerciements. J'aimerais aussi, au fond, faire ce constat. La deuxième remarque, si vous permettez, c'est juste un tout petit détail, mais j'ai été à la fois étonnée et pas trop étonnée par le compte-rendu de la réunion avec mon prédécesseur Flavio Cotti. Et je ne dirais que 2 choses. C'est qu'il avait le plus sale caractère qu'on puisse imaginer, mais qu'en même temps, il était intelligent et que c'est lui qui a quand même commencé un certain nombre de choses dans la politique en matière de drogue qui étaient vraiment courageuses. Il l'a fait timidement, avec des reculs dès que l'opinion publique se manifestait d'une façon un peu trop violente. Je pense en particulier aussi dans le domaine du sida, où il a fait retirer des choses qui lui paraissaient tout d'un coup choquantes. Mais sur le plan des drogues, c'est quand même lui qui a lancé en fait l'idée de la prescription d'héroïne. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir, au fond, hériter de ce bébé. Donc voilà, ça c'était quand même des justifications que je devais donner en plus. Maintenant, la question, c'est quel est le rôle de la Commission globale dans cette évolution, ou quel est son travail de plaidoyer. Nous admirons beaucoup le travail de plaidoyer qui est fait par les associations elles-mêmes du terrain, mais nous avons ressenti en 2011 que si l'on regroupait un certain nombre de personnalités reconnues
pour les responsabilités qui avaient été les leurs, on pouvait encore ajouter qu'il y a une pierre à l'édifice, c'est-à-dire interpeller directement les autorités onusiennes, les autorités nationales, donc la Global Commission ou la Commission globale pour les politiques en matière de drogue, comme on l'appelle en français. C'est donc un groupe actuellement de 29 personnalités, anciens chefs d'État, anciens chefs de gouvernement, anciens hauts fonctionnaires, des gens du monde culturel et également économique. Bon, notre plaidoyer, je vais être très brève, c'est bien sûr d'abord de rompre le tabou, c'est-à-dire de nous mettre, nous, comme personnalité, au premier plan, peut-être pour dire, ben oui, c'est vrai, il y a échec et il faut qu'on en discute. C'est quelque chose pour lequel le débat politique est absolument essentiel. Et puis deuxièmement, on a une feuille de route, si vous voulez, qui est inspirée par toute cette expérience qui a été décrite tout à l'heure. Mais la première chose, après briser le premier tabou, c'est celui de l'échec. Et c'est ça, je crois, que tu voulais aussi souligner. L'échec d'une politique qui visait en principe à réduire la production, à réduire la consommation et tous les effets des drogues, et qui a eu l'effet absolument contraire. Et donc, je crois qu'il était de notre devoir, et certains de mes collègues de la commission le font d'ailleurs en disant « je me suis trompé ». Hein, j'étais président de Pologne et j'ai fait passer une loi scélérate et maintenant je m'en excuse. Et d'autres également, notre leader Cardoso, l'ancien président du Brésil, disait « j'ai rien vu quand j'étais président ». Et c'est maintenant que je le vois et c'est maintenant donc qu'il faut que je témoigne. Donc, échec effectivement de ces conventions et un frémissement, je dirais, depuis, on peut peut-être quand même le dater à 2016, et à la première fois où dans une session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies consacrée à la drogue, finalement, toute une série de partenaires, de stakeholders, de gens intéressés, mais également d'organisations des Nations unies intéressées, se sont manifestés en disant ce n'est pas un monopole, ça ne peut pas être un monopole de l'Organisation des Nations unies contre la drogue et le crime, ça nous concerne tous, ça concerne l'environnement, ça concerne le développement, la santé bien sûr, etc. Et ces contributions ont été, je dirais, un premier pas vers une possibilité de coaliser les différentes organisations et d'avancer vers une analyse holistique du problème. Et ce mouvement s'est poursuivi. Il s'est poursuivi en particulier avec, sous le leadership de Guterres, du secrétaire général Antonio Guterres, ancien Premier ministre du Portugal, très fier des avancées dans la dépénalisation de la consommation de drogue au Portugal, qui a réuni en fait tous les chefs d'agence, et ça c'était en 18, pour dire nous devons faire une déclaration commune. Non, c'est pas en 18. Si, en 18, nous devons faire une déclaration commune de toutes les agences sur ce que doit être la politique en matière de drogue. Et c'est un document, je dirais, progressiste, qui met la santé au centre, le développement, la protection de la jeunesse, mais dans le sens d'une promotion de vie accomplie et sans moralisme excessif. Ils se sont arrêtés net devant la question de la régulation des marchés, et c'est certainement la faiblesse de ce document, mais qui est un document, je dirais, étape aussi vers une évolution dans ce domaine. Et je dirais que les prochaines étapes, elles se jouent effectivement, elles se continuent, mais elles se jouent largement à Vienne. Peut-être une dernière remarque, c'est que et nous travaillons à cela aussi avec la Commission globale, c'est que cette déclaration commune, en principe, elle devait permettre la collaboration de tous les partenaires.
de toutes les organisations. C'est ce que nous avons appris, nous, dans la pratique à la base. C'est que si les gens chargés de la prévention, des soins, de la réduction des risques, mais aussi de la sécurité, mais aussi du social, ne collaboraient pas ensemble, il n'y avait pas de politique cohérente dans ce domaine. Et donc l'idée de cette déclaration commune, c'est qu'à la base, dans les différents pays où les différentes agences des Nations Unies travaillent, elles devraient travailler ensemble justement pour que sur le terrain, cette idée puisse se réaliser. Je dirais qu'on n'en est vraiment pas là. On n'en est vraiment pas là. J'ai visité pas mal de pays et parlé avec pas mal de représentants de ces agences. C'est pas étonnant qu'en Colombie, l'agence dominante, c'est UNODC, c'est-à-dire l'Organisation contre la drogue et le crime, et que les autres mènent dans ce domaine une existence vraiment à l'ombre de cette organisation. Donc, le travail à faire maintenant, c'est vraiment de propager cette idée d'une approche holistique et d'une collaboration entre tous ceux qui sont concernés jusqu'au dernier village de notre planète. Merci Ruth Dreyfus. Il a été question donc de changement de paradigme, mais aussi de régulation, de changement de modèle. Alors la question, ça serait peut-être, je vais te la poser Jean-Félix, ça serait peut-être comment, quel type de régulation, comment faire, comment bien réguler. Est-ce que toi tu as quelques pistes? Non. Et je pense que c'est très important de dire non, d'être humble. J'aimerais juste revenir sur deux, trois petites choses. Déjà, qu'on a en fait la chance d'avoir deux très grandes dames ici, parce qu'elles représentent les deux réseaux qui sont extrêmement importants, qui sont d'après moi les deux plus grands réseaux mondiaux, qui sont d'une intelligence incroyable et qui ont permis à tellement de personnes de penser, notamment votre serviteur, mais nous, on est nombreux dans cette salle à avoir bénéficié de ça. Et vraiment, on doit penser, on doit réfléchir. C'est des questions compliquées. La guerre à la drogue. Donc, guerre à la drogue, il y a drogue, mais il y a aussi guerre. Et je pense que guerre, c'est plus important. Guerre, ça veut dire pas penser. Guerre, ça veut dire être emprisonné dans des schémas. Tous les gens qui ont écrit sur la guerre disent ça. Quand on déclenche une guerre, on sait pourquoi, mais après, très vite, en fait, on sait plus. On est dans la guerre. Donc, on doit penser. Et ceci dit, je vais faire court. J'aimerais dire juste une chose. Dans cette guerre, nous, on est dans un camp. Et dans notre camp, on a toujours dit ouais, ceux d'en face, en fait, ils comprennent rien, ils veulent toujours more of the same. C'est vrai que c'était toujours en fait, ça marche pas, donc on va mettre plus d'un moyen. Ah, ça marche pas, ah ben on envoie l'armée. Ok, alors on envoie enfin, c'était toujours the more of the same. Rester sur le même logiciel. En face, ils sont restés sur le même logiciel. Et nous, on était toujours mobiles. Mais nous aussi, il faut qu'on fasse gaffe de ne pas rester sur le même logiciel. Légalisation, convention de l'ONU, je vais être un peu provocateur, mais on peut parler de Trump et son projet de 2 000 milliards d'économies, budget américain. Il va économiser 2 000 milliards. Il va les trouver où? Probablement à l'ONU. Aussi, j'aimerais rappeler que pour nos compatriotes, enfin nos compatriotes de cœur, belges, français, canadiens, vous êtes dans un pays qui accueille le siège des Nations Unies européen et qui a voté à son Parlement la qualification d'une organisation onusienne de terroriste, qui a voté il y a quelques mois que l'UNRWA était une organisation terroriste, une organisation dirigée par un Suisse. Donc je crois qu'il faut savoir où on en est avec le multilatéralisme. Il faut être souple. En fait, c'est par là qu'on va trouver la solution. Aujourd'hui, sur le terrain, je pense qu'il y a quelque chose qui change. Maintenant, j'ai une autre fonction, une autre perspective, depuis une école sociale, dans une ville suisse qui est Genève. Les drogues, elles sont partout. Elles sont partout, on ne les voit pas. Mais un endroit où on les voit, c'est là où les gens sont dans la difficulté. C'est la santé mentale, c'est la précarité. On vit dans une époque de crise qui s'intensifie sur les inégalités sociales. Et c'est là qu'on va les voir. Et donc, en fait, c'est plus tant forcément la question des drogues elles-mêmes qui doit nous obnubiler, mais c'est la question de la pauvreté et de la précarité dans un monde où le système de santé est en train de se séparer et dans un monde où il n'y a pas d'accès pour la santé abordable, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On prend des drogues. C'est ça qu'on a fait aux États-Unis, la crise des opiacés, des opioïdes, c'est ça qu'on fait. Et donc je pense que je veux juste donner un message un petit coup de fouet comme ça.
qu'on continue à penser, parce que la solution est pas encore toute faite. Merci Jean-Félix. L'idée de ce premier tour de table, c'était de contextualiser un petit peu. Là, on va passer à une partie peut-être un petit peu plus complexe. Ça serait de dire où est-ce qu'on veut aller, comment est-ce qu'on voudrait réformer, quels sont les obstacles aussi qu'on devrait surmonter. Puis moi, je voudrais demander peut-être à Marie. Donc c'est vrai que est-ce qu'il faut partir un petit peu du côté international, c'est-à-dire dépénaliser, à partir des institutions internationales, ou bien est-ce qu'il faudrait plutôt régionalement, comme certains pays l'ont fait, finalement peut-être s'affranchir un petit peu des conventions et puis mener souverainement sa politique en matière de drogue. Quelle est ta perspective à ce sujet ? Alors j'ai bien aimé l'intervention de Jean-Félix parce qu'effectivement on n'arrête pas de penser, ça prend beaucoup de temps et on est un réseau, on a environ 200 organisations maintenant et on essaie de créer cet espace pour que la société civile, pour que les groupes les plus marginalisés, les plus affectés par les politiques des drogues puissent aussi penser, parce que c'est eux qui sont affectés, il faut vraiment qu'on les écoute et ça inclut les personnes consommatrices de drogue, ça inclut les personnes qui sont impliquées dans la culture de substances par exemple en Amérique latine, ça inclut les personnes qui ont une histoire d'incarcération et tout ça, et donc il faut qu'on arrive à intégrer un peu beaucoup plus leur perspective en fait et à amener cette perspective dans les endroits hyper bureaucratiques comme l'ONU. Et c'est dur. Même ça, essayer d'amener la voix de la société civile à l'ONU, on se dirait oh là là, l'ONU c'est trop bien et tout. En fait, c'est horrible. Donc du coup, on essaie petit à petit, on fait du bruit, on est là. Et le problème, c'est qu'il faut qu'on continue d'être là à l'ONU parce que les conventions internationales de contrôle des drogues, c'est un frein à tout un tas de réformes, on le sait. Il y a des réformes qui sont permises dans le cadre des conventions, il ne faut quand même pas l'oublier. Donc la réduction des risques, elle est permise. La décriminalisation, elle est permise. Par contre, la réglementation légale des marchés, elle n'est pas permise. Et ça crée un frein. Et donc, il faut qu'on pense à comment est-ce qu'on peut trouver des... C'est marrant, on parlait hier avec quelques personnes sur est-ce qu'il faut qu'on parle de solutions, il n'y a pas vraiment de solutions, ou est-ce qu'on parle d'options. Donc le problème en fait, c'est que les conventions, on ne peut pas les ignorer. On ne peut pas les ignorer parce qu'elles sont là, et on a déjà un système multilatéral qui est en crise. Et si par exemple certains États qui sont plus progressistes comme le Canada ou la Suisse ignorent les conventions internationales de contrôle des drogues, ça les met beaucoup en porte-à-faux quand après ils essaient de condamner d'autres pays parce qu'ils ignorent leurs conventions internationales vis-à-vis des droits humains. Donc comment on va faire le Canada si il va à l'Iran et ils disent la peine de mort elle n'est pas permise dans le cadre du droit international. L'Iran va dire écoutez, la légalisation n'est pas permise dans le cadre du droit international. Donc clairement c'est pas une solution juste d'ignorer, il faut essayer de trouver des parades un peu à ça et donc heureusement il y a tout un tas d'ONG qui ont pensé à des options, je dirais pas forcément des solutions mais au moins des options. Et donc il y en a 3, je ne vais pas aller beaucoup dans le détail, vous inquiétez pas, parce que c'est hyper technique et que ça peut être un peu ennuyeux. Mais je suis formée en droit international, alors des fois ça me fait plaisir de parler un peu de ça. Donc la première option, ça serait tout simplement de réformer les conventions internationales de contrôle des drogues. Ça serait l'option la plus simple, on se dirait, les conventions elles ont un problème, on les réforme. Le problème, c'est que pour faire ça, il faut appeler à une conférence des parties signataires, donc ça veut dire que tous les États qui ont signé et ratifié les conventions doivent se rassembler, voir quelles réformes elles veulent mettre aux traités internationaux et après s'accorder par consensus. Donc, irréaliste. Pour le moment, les 180 et quelques États membres États signataires des conventions, c'est assez irréaliste de se dire qu'ils vont s'accorder sur des réformes. La deuxième option, elle a déjà été utilisée 2 fois. Et la première fois où ça compte vraiment, c'était sur le cannabis. Donc la deuxième option, ce serait de déclassifier certaines substances du système international de contrôle. Donc il y a 3 conventions internationales, mais dont 2 qui nous intéressent particulièrement. L'une qui a été adoptée en 61 et qui a trait aux substances à base de plantes. Et la deuxième, 1971, qui est plus sur les substances synthétiques. Et donc, il y a des tableaux pour ces 2 conventions, et donc les substances sont incluses dans ces tableaux selon leur dangerosité et puis selon si elles ont une utilité médicale et scientifique. Et donc, en 2018, il y a eu une révision critique du cannabis
pour essayer d'enlever le cannabis en fait du tableau de la Convention 1961. Malheureusement, ça ne s'est pas passé, principalement vraiment pour des raisons politiques, pression politique et tout ça. Donc le cannabis a été retiré du tableau 4 de la Convention de 61 pour enfin reconnaître son utilité médicale et scientifique. C'était déjà une victoire. Mais par contre, le cannabis est resté dans le tableau 1, qui est l'un des plus restrictifs des conventions, et donc reste listé comme une substance illégale internationalement. Mais les débats, au moins, ils ont débuté. Et en ce moment, l'Organisation mondiale de la santé est en train de faire le même processus vis-à-vis de la feuille de coca pour essayer, donc nous, notre objectif, ce serait que la feuille de coca soit retirée des conventions. Et dans ce cas-là, il pourrait y avoir un marché international de la feuille de coca. Donc ça permettrait la réglementation de la feuille de coca pour des fins licites. La troisième option, ce serait l'adoption d'un accord qu'on appelle intercé. Donc, je suis désolée, c'est très technique, mais c'est quelque chose qui est permis dans le cadre du droit international des traités. Ça permettrait à certains pays qui ont déjà légalisé ou qui veulent légaliser des substances comme la coca ou le cannabis de créer un nouvel accord international entre eux. Et ils seraient liés à ces accords et ça leur permettrait de créer un marché international mais juste entre eux. Et avec les autres pays qui ne font pas partie de cet accord intercé, ils seraient encore liés à leurs obligations internationales dans le cadre des traités traditionnels sur les drogues. Et l'objectif, c'est que c'est de plus en plus de pays adhérer à ces accords intercés qui finalement, au bout d'un moment, deviendraient aussi importants ou plus importants que les conventions traditionnelles. Donc ça, c'est des espèces de parades qu'on a pour essayer de gérer le problème du droit international. C'est généralement pas idéal, mais enfin, ça nous permettrait d'avancer un petit peu dans nos réformes. Merci Marie. Tu as vraiment mis l'accent sur le cadre international, sur le droit international. On pourrait peut-être revenir sur ce qui s'est passé aussi en Suisse. Ruth Dreyfus, comment ça s'est passé? Parce qu'à un moment donné, il y a quand même eu un peu des tensions par rapport au système onusien et puis l'introduction de la réduction des risques. Peut-être que tu pourrais revenir aussi sur l'expérience suisse. On dit souvent qu'on est pionnier en Suisse, comme d'autres pays. Comment un petit peu ça s'est passé? Merci. J'aimerais juste souligner deux choses que Marie a dites avec sa précision habituelle. Je te remercie toujours pour ça et pour la clarté de tes explications. La première, c'est qu'il y a encore une quatrième voie qui a été expérimentée en particulier donc pour la feuille de coca par la Bolivie, qui a à un certain moment dit, écoutez, nous, on aimerait bien que la feuille de coca soit sortie des conventions. Ça a été refusé. Ils ont dit, mais alors écoutez, on est vraiment désolé, mais dans ce cas, on se retire de la convention. Et puis, à peine s'étaient-ils retirés de la convention, qu'ils ont décidé de vouloir ratifier la convention. Pour pouvoir le faire, il fallait une majorité qualifiée assez élevée. Ils l'ont obtenu. La Bolivie est rentrée avec une réserve en disant que chez eux, la feuille de coca pouvait être considérée comme légale. Donc c'est encore une petite voie ouverte qui permet peut-être de faire avancer les choses. La deuxième chose que tu as dite, c'est, je crois, vraiment l'importance non pas seulement des conventions elles-mêmes, mais de ce qui se passe au niveau national, et c'est ce que tu demandes. Mais ce qui est important, c'est que les conventions offrent une marge de manœuvre qui est quand même grande en ce qui concerne la réduction des risques, les traitements, la recherche scientifique et surtout aussi la dépénalisation et la décriminalisation. Il faut que les pays fassent les lois qui les concernent et qui, en les annonçant à Vienne, deviennent tout à fait compatibles avec les conventions. La seule restriction, mais elle est massive, c'est tout ce qui concerne la réglementation et donc la légalisation des substances en dehors du cadre qui est imposé par les conventions. Au niveau national, oui, le début a été un peu difficile, difficile. Moi, j'ai vécu 10 ans où pendant 10 ans, la Suisse figurait chaque fois dans les commentaires de l'organe de contrôle comme un pays téméraire, comme un pays qui ne faisait pas vraiment des choses illégales d'ailleurs, sauf une
qui reste d'ailleurs considéré largement à Vienne comme illégal, et c'est les locaux de consommation supervisée. Mais à part ça, non, on faisait des choses intéressantes. On a fait des essais scientifiquement accompagnés de prescription d'héroïne. C'est possible. Hein, on a commencé par une analyse scientifique de 5 ans, puis après on a considéré que l'héroïne pouvait effectivement être prescrite dans le cas de traitement de substitution ou de maintenance plutôt, dont on considère aujourd'hui que c'est vraiment le traitement de l'addiction grave qui est le plus efficace. Et je me souviens très bien de l'intervention, et le directeur, enfin le président, je crois que ça s'appelle, de ANCB, donc l'organe de contrôle, est venu me voir à Berne pour me dire, écoutez madame, au fond, ce qu'on vous demande, ne soyez pas missionnaire de ce que vous faites en Suisse. Ce que vous faites en Suisse, vous pouvez vous l'offrir parce que vous êtes un pays riche, parce que vous avez des médecins qui ne sont pas corrompus, parce que vous êtes end of the pipe de la ligne du trafic, vous êtes dans une situation privilégiée. Ne dites pas aux autres de faire la même chose que ce que vous faites. Ils n'en sont pas capables. Donc, ce n'était pas une opposition directe, mais c'était une critique récurrente de notre témérité. Laquelle critique récurrente, alors, était reprise avec beaucoup plus de vigueur par la droite dans ce pays qui s'opposait au changement nationaux et qui disaient mais vous voyez bien, nous sommes à la risée ou à l'opprobre de la communauté internationale, on parle de nous à Vienne chaque année. Donc voilà, il fallait pas être très courageux, il fallait juste être un peu endurant dans ce domaine, et la Suisse l'a été grâce encore une fois au soutien des cantons, au soutien des professionnels et au soutien des associations. Ce qui était vraiment important, c'était, je dirais, cette approche sans doute grâce à notre démocratie semi-directe, la nécessité de convaincre la population. Et ça, c'est une chance extraordinaire d'être obligé de convaincre. Je veux dire, il y a des pays, certains d'entre vous en viennent, où on peut imposer quelque chose et puis on peut tout d'un coup renverser le courant à 180%, passer de première tentative de salle de consommation à l'interdiction faite à Marseille d'en ouvrir une, alors que c'est l'endroit le plus évident pour en avoir une. Et nous devons construire peu à peu des consensus ou des soutiens qui puissent ensuite tenir le coup. Et c'est ce que nous avons fait, ça a été la grande chance, ça a été très long. Quand je parlais d'endurance, c'est une aventure de 30 ans. Et maintenant, je dirais, on a une philosophie, on a une approche, je dirais, de l'humain, consommateur de drogue, qui est important, qui est notre phare dans la confrontation aux nouveaux défis face auxquels on est aujourd'hui, de nouvelles substances. Donc les réponses qu'on a trouvées ne s'adaptent pas forcément aux problèmes aujourd'hui de telle ou telle substance, de tel ou tel comportement, de telle ou telle réalité. Nous sommes dépourvus encore passablement face à certaines évolutions. L'important, c'est, je crois, de tenir bon et de garder cette philosophie de respect de la liberté du consommateur et de tout ce qu'il faut, encore une fois. On dit parfois qu'en Afrique, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Moi, je dirais qu'en Suisse, et face à notre problème, on a besoin de toute une communauté pour affronter le problème enfin, ce que la drogue peut causer de problèmes. Donc voilà, on va continuer. Et sur la réglementation, vous le savez, la Suisse fait partie de ces pays qui ont légalisé avec des modèles différents, plus ou moins efficaces ou plus ou moins, j'entends, tournés vers l'argent et vers l'économie privée. Nous
nous nous battons pour pour un autre modèle, en particulier à Genève et à Lausanne, où nous sommes partenaires aussi et travaillons ensemble. Nous ferons partie de ces pays. Alors, qu'est-ce qu'on fera à la fin des essais pilotes et le changement de la loi, qui n'est plus très loin? Le Parlement y travaille d'arrache-pied déjà. Une loi cannabis spécifique pour la régulation du marché. Qu'est-ce qu'on fera quand on en sera à la décision, quand il y aura la votation populaire face à Vienne? Je crois qu'on se joindra au Canada, qui a eu une très jolie formule, je crois. Nous annonçons respectueusement que nous ne pouvons pas intégralement appliquer telle ou telle disposition et nous serons aussi respectueux que les Canadiens. Merci beaucoup. Il y a un certain nombre de défis qui ont été mentionnés, juridiques, du point de vue de l'opinion publique, entre autres. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des défis un petit peu systémiques? On est quand même dans un système très libéral. Si on regarde l'exemple d'autres marchés énergétiques, agroalimentaires, c'est extrêmement difficile de réguler, d'encadrer. On est aussi dans un pays, la Suisse est très libérale, c'est un pays de lobbying. Jean-Félix, qu'est-ce que tu penses de ces questions autour de la régulation? C'est vrai que le cadre n'est pas très encourageant en soi. Non, mais c'est bien, tout le monde a faim, on va commencer. Non, ce que j'aimerais dire, c'est que soutenir ce que vient de dire Ruth, c'est très important, notamment sur maintenant le combat, il est au niveau national et local. C'est-à-dire qu'il y a eu en fait un travail incroyable fait par ces deux dames et leurs collègues, qui a fait en fait un petit groupe d'Hurluberlu qui a en fait démonté la coalition la plus forte de 190 États, une des plus grosses conventions de l'ONU, pour en fait en changer l'interprétation. Et en 2018, il y a eu ce document là des agences onusiennes qui dit que, en fait, selon les principes de l'ONU, il faudrait décriminaliser les drogues. Ce qui est notre principale revendication. C'était notre principale revendication et c'était le principal problème. Parce qu'il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers de savoir comment on va réguler le monde et on va changer le capitalisme. À la base, notre combat, c'est contre la punition des gens. C'est ça le combat. Et celui-là, en fait, au niveau international, c'était là où c'était le plus dur. Ils l'ont gagné. Ils l'ont gagné. En fait, si on suit, on devrait décriminaliser. Donc maintenant, il faut faire deux choses. Et chez nous, là, je vais donner mon avis personnel. Première chose, cette question de décriminalisation. Décriminalisation est prise en compte aussi de la situation des gens. Ça veut dire investir un max dans le filet social des gens qui n'ont pas de logement, qui ont des difficultés. Donc, c'est un peu le modèle portugais, si on veut. C'est-à-dire qu'il y a en fait, il faut mettre en place cette décriminalisation effective dans ce pays qui s'accompagne avec les mesures de soutien aux personnes. On a des droits dans ce pays, donc on doit les respecter pour tout le monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me semble aussi très important aussi pour notre pays, et ça, la conférence qu'on vient d'entendre, elle était tout à fait symptomatique par rapport à ça. Les drogues, vous savez comment on dit médicaments en anglais, on dit ça drogue, c'est la même chose en fait. C'était une histoire de la guerre à la drogue, de faire deux mots pour la même... les drogues sont des médicaments et inversement. Donc oui, c'est des médicaments. Il faut qu'on puisse donner accès au système de santé à des personnes qui en ont besoin. Il faut arrêter de toujours augmenter le niveau. Et c'est ça. Et ça, c'est un vrai enjeu. Et dans les psychédéliques, c'est très intéressant parce que est-ce qu'on peut dire qu'on aura le droit d'avoir accès à ça si on a des problèmes de santé mentale ou même peut-être pas En fait, aujourd'hui, non, parce que dans le cadre médical qui est le nôtre, c'est beaucoup trop cher. C'est que pour les riches. Et il faut, je pense, faire attention à ça, parce que quand on a un système de santé que pour les riches, qu'est-ce qu'ils font? Les pauvres, ils essayent comme ils peuvent, et puis c'est la crise des opioïdes aux États-Unis, 100 000 morts par année. Donc ça, c'est l'autre système. On sait qu'on a beaucoup d'intérêts financiers dans le système de santé, on sait que c'est difficile à réformer, mais il faut faire hyper attention, il faut le garder ouvert vers le bas pour que les gens puissent rentrer dans ces programmes. Et voilà, j'aimerais quand même...
Roots, je sais pas, moi j'avais envie de faire un truc. Elle dit toujours qu'elle veut redistribuer les lauriers aux autres, mais franchement, faut qu'elle comprenne qu'on avait besoin d'une figure de proue. Elle a dit, il fallait être résilient, il fallait quelqu'un devant pour tenir ça, pour s'envoyer tous ces diplomates qui viennent de Vienne faire des remontrances dans son bureau. Donc, excusez-moi, c'est juste un petit cri du cœur. Là, j'ai envie que peut-être qu'on lui dise, mais non, toi aussi, c'est grâce à toi. Et moi, j'aimerais bien vous proposer qu'on fasse un truc. Excusez-moi, non, c'est juste une standing ovation pour toi, parce que ça fait 2 fois que tu dis que c'est pas toi. En fait, votre hommage va tout droit à la présidente de l'association Change, responsable du caractère opérationnel de la Cannabinothèque de Genève, essai pilote Genevois, et où nous travaillons ensemble avec Jean-Félix. Jean-Félix poussant beaucoup et moi un peu moins, je l'avoue, à la participation, à un modèle participatif très inspiré par en fait les Cannabis Social Club, et j'y crois pas tellement. Mais enfin, ça c'est nos discussions internes. Ça n'a pas empêché Change, l'association, d'avoir 2 membres consommateurs. Enfin, consommateurs, on en a plus, mais 2 membres participants à l'essai dans l'association et un dans le comité directeur de notre association. Donc voilà, je crois que c'est quand même, si je peux le dire, pour la Suisse c'est important. Enfin, je dis toujours, le cannabis c'est le moindre de mes soucis. Ça l'était encore moins il y a 30 ans parce que c'était moins fort. Entre-temps, il y a des saletés qui ont été ajoutées de plus en plus, les cannabinoïdes de synthèse, par exemple. Donc le problème est devenu plus grave qu'il n'était, mais il n'a jamais été très grave et ça reste le moindre de mes soucis par rapport aux substances particulièrement difficiles à consommer pour certains, sans dégâts. Mais ce qui est important dans cette démarche, c'est de dire, écoutez, les choses sont mûres, on sait ce qu'on devrait se faire, c'est évident. Hein, je ne dis pas non, d'ailleurs, comme toi, sur le modèle de régulation. Je suis persuadée qu'on doit apprendre justement d'une analyse du capitalisme, du tabac, de l'alcool, etc., pour ne pas faire les mêmes erreurs. Et je suis relativement optimiste parce que je me dis que de l'hyperlibéralisme capitaliste à l'hyperlibéralisme du marché noir, entre deux, on va mettre le curseur quelque part qui nous permette d'agir de façon responsable, mais c'est la démarche qui est de nouveau intéressante. C'est-à-dire, tout le monde sait ce qu'il faudrait faire, enfin en tout cas qu'on devrait faire quelque chose, tout le monde est persuadé qu'une régulation du cannabis, c'est mieux que le cannabis sur le marché noir, même si le marché noir, là aussi, n'est pas toujours très criminel, ça peut être aussi le copain ou l'autoproduction, etc. Mais on doit convaincre. On doit convaincre les gens. Et pour convaincre les gens, il faut leur montrer comment ça marche. Il faut qu'on puisse avoir un panel de gens qui puissent témoigner de l'effet de la consommation et de l'effet d'un accès à un marché. Nous avouer d'ailleurs qu'ils continuent à acheter chez nous, mais à côté un peu au marché noir, parce que là, c'est un peu plus fort, etc. Donc voilà, on va convaincre les gens. C'est cette démarche qui est, à mon avis, démocratiquement essentielle, respectueuse non seulement des personnes avec lesquelles nous travaillons, mais respectueuse des citoyens et des citoyennes. Merci. Je vois que Jean-Félix, tu as envie de réagir, il me semble.
Non, je voulais dire qu'effectivement, il faut convaincre les gens. C'est absolument indispensable. C'est pas les lois. C'est l'élément que je voulais amener. C'est qu'il faut convaincre les gens. Que la société change. Les lois, c'est pas suffisant. Et quand on l'a vu, en fait, on le voit aujourd'hui aux États-Unis. Et quand on essaye de réguler, on l'a vu avec ces lois. Je me souviens quand on était au Gréa, on a vu la loi en Californie. Oh, incroyable. La loi en Californie, après la loi de New York, incroyable. En fait, les gars aux États-Unis, c'est resté les Américains. Et ils sont restés avec leur classe sociale, leurs inégalités sociales, leur perception raciale et tout ça. Et en fait, la loi, elle n'a pas produit ce qu'on voulait qu'elle produise. Et donc, il faut qu'on arrête aussi de penser qu'on est des apprentis sorciers qui pouvons comme ça manipuler la société parce que nous, on est intelligents et qu'on sait comment faire parce qu'on est des experts. Je pense que ça, c'est compliqué. Et encore une fois, je fais référence à la présentation de tout à l'heure. Vous avez vu Osmond, il a l'air vraiment super, ce gars, ce psychiatre tellement instruit, tellement fort. Mais qu'est-ce qu'il est par rapport à ces Indiens cris pour savoir comment on prend une substance, en fait, hein? Il a bien vu que lui, il n'avait rien compris avec tous ces gens tellement formés dans son hôpital tellement moderne et que c'est des Indiens sous des tipis par la culture, c'est-à-dire le collectif, une manière d'avoir un rapport social à une substance, une manière d'avoir un encadrement social, comment ça prend sens, comment les gens réagissent les uns par rapport aux autres. Il y avait un dessin sur les valaisans au départ. Moi, je trouve c'est un peu débile toujours de dire des valaisans, parce qu'en Suisse, on est tous des valaisans, on boit tous beaucoup d'alcool. Et en fait, en Suisse, on boit tous beaucoup d'alcool, donc la drogue la plus dangereuse. La plus dangereuse. Et en fait, bon, alors il y a des morts, il y a plein de problèmes, mais on les réduit quand même par rapport à d'autres. Donc en fait, c'est bien sûr la culture qui a aussi cet aspect-là, et je pense qu'il ne faut jamais l'oublier. Et moi, ça me tenait de pouvoir le rappeler ici au Gréa, parce qu'il y a la question légale, mais au-delà de la question, enfin, la loi seule ne sert à rien si la société elle-même ne change pas. Ok, merci Jean-Félix. Il a été question de faire passer des idées, de rendre certains discours audits. Moi, on retourne peut-être au niveau international, puis ça va sûrement être le mot de la fin, vu que la pause s'approche à grands pas. Mais c'était peut-être un peu... J'avais envie de te demander, Marie, comment rendre aussi compréhensible dans ce système international. C'est vrai qu'on a beaucoup, les pays occidentaux, à travers le colonialisme, voilà, on a été très répressif sur les drogues pendant des décennies et des décennies. Comment faire comprendre maintenant une sorte ce revirement, la réduction des risques quand voilà, c'est quand même ce qu'on a préconisé pendant très longtemps. Voilà, la guerre aux drogues, enfin, ça vient quand même des pays occidentaux. Puis comment maintenant expliquer à certains pays, enfin expliquer, façon de parler, mais faire comprendre ce discours, voilà, qu'il faut plutôt mettre l'accent sur la santé publique et pas la sécurité. Quelle est ta perspective, toi, du point de vue de IDPC ? Ouais, c'est une question qui est compliquée et j'essayais de penser un peu à comment y répondre. Et le cas le plus emblématique, c'est le cas des États-Unis. Les États-Unis qui ont été quand même l'instigateur du système international de contrôle des drogues, le leader traditionnel de la guerre à la drogue, que ce soit aux Nations Unies ou dans tout un tas d'autres pays. Ils ont financé énormément de campagnes anti-drogue, en particulier en Amérique latine. Et après, ils viennent un beau jour et ils disent oui, alors on change la perspective. Maintenant, on a légalisé quand même un petit peu dans notre pays, donc on ne peut plus avoir cette approche super punitive à l'ONU. Mais en plus, maintenant, oui, enfin, on promeut la réduction des risques. Donc il y a le secrétaire d'État là, qui est venu à Vienne pour la première fois à la commission des stupéfiants. Et puis oui, alors on est tous sur la réduction des risques et tout. Il ne faut plus trop criminaliser les personnes consommatrices, parce que c'est pas bien. Donc voilà, donc du coup c'est vrai que ils sont pas pris très au sérieux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de colère contre les États-Unis. Le problème c'est que oui, il y a beaucoup de colère, mais d'un autre côté les États-Unis ont encore un énorme capital politique quand même. À Vienne, ils ont une énorme influence à l'ONU. C'est l'un des plus gros donateurs pour les agences aussi onusiennes de contrôle des drogues. Donc ils continuent quand même d'avoir un gros pouvoir politique. Donc ça porte. Après, le financement est important, le financement de ces agences de contrôle des drogues. Donc il y a les États-Unis qui sont un gros donateur, mais il y a aussi la Russie et il y a de plus en plus tout un tas de pays du Moyen-Orient qui continuent à financer l'ONUDC, par exemple, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Et on a essayé de voir un peu quelle était la proportion qui était allouée au programme santé et au programme application des droits, maintien de l'ordre. Et santé, c'est 5%.
du budget total de l'ONU-UDC. Donc on voit que c'est pas du tout une priorité. Et même pour les pays occidentaux qui ont l'air plus progressistes, par exemple l'Union européenne, elle loue énormément de financement axé sur le maintien de l'ordre. Donc forcément, même la position progressiste, elle ressort pas beaucoup dans le travail de l'ONU-UDC. Ça a un impact. Et enfin, le dernier truc que je voulais mentionner, c'est le manque de leadership politique. Quand même, Rousse en parlait, il en faut du leadership politique. Il faut qu'il y ait une personne qui ait le courage d'aller à l'ONU et de dire le système il fonctionne pas, il faut qu'on change. Et il y a peu de personnes qui sont prêtes à jouer ce rôle. Évidemment, les États-Unis vont pas vraiment jouer ce rôle avec Trump. Le Canada il risque d'y avoir un revirement politique. L'Union européenne, oui, ils sont progressistes, mais c'est pas eux qui vont vraiment pousser les choses en avant. Ils vont soutenir d'autres pays qui veulent pousser, mais c'est pas eux qui vont pousser. Donc en ce moment, il y a que la Colombie qui joue ce rôle de gros perturbateur. Donc ça fait plaisir de voir la Colombie qui joue ce rôle. Mais là encore, dans 1 an et demi, on ne sait pas si Petro va être réélu. Donc on a toujours ce problème de leadership politique qui manque. C'est pour ça que en fait, le message progressiste, ça vient de la société civile, ça vient des personnes consommatrices de drogue, ça vient des autres agences onusiennes qui sont centrées plus sur la santé et les droits humains. Ok, merci beaucoup.